Août 1598. À l'aube, une brume lourde s'accroche aux bois et aux tourbières du nord de l'Irlande. L'air est immobile, saturé d'humidité. Chaque pas écrase la terre molle dans un bruit étouffé. Une colonne anglaise avance lentement, étirée, disciplinée, convaincue de sa supériorité. Les piques dépassent au-dessus des casques, droites, ordonnées, symbole d'un empire sur de lui. Aucun cri, aucun tambour. Seulement le frottement du métal contre les branches basses et le souffle régulier des hommes sous l'armure. Devant eux, la route se rétrécit. Les bois se referment. Le terrain devient traître, spongieux, incertain. Pourtant, rien ne semble alarmant. L'ennemi n'est pas visible. Aucun mur, aucune forteresse, aucun champ de bataille clair. Seulement le silence. C'est précisément ce silence qui devrait inquiéter. Car, dissimulé dans les fourrés, une armée attend. Une armée qui a observé chaque pas, mesuré chaque distance, anticipé chaque réaction. Son commandant connaît ce sol mieux que quiconque. Il ne cherche pas l'affrontement frontal. Il attend l'instant où l'ordre se transformera en confusion. Dans quelques heures, cette marche méthodique deviendra l'une des pires catastrophes militaires de l'Angleterre élisabéthaine et rien, à cet instant précis, ne laisse encore deviner l'ampleur du désastre qui approche. À la fin du XVe siècle, l'Irlande n'est plus une périphérie tranquille du royaume d'Angleterre. Elle est devenue un front coûteux, instable et profondément mal compris. Depuis des décennies, la couronne anglaise tente d'imposer son autorité directe sur l'île, remplaçant les anciens équilibres locaux par une administration centralisée, des garnisons permanentes et une loi étrangère aux structures gaéliques. Ce processus, lent et brutal, a nourri une résistance diffuse, intermittente, mais jamais totalement écrasée. En 1594, cette résistance prend une ampleur nouvelle. Ce qui n'était jusque-là qu'une série de révoltes locales se transforme en une guerre à part entière, la guerre de 9 ans. Pour Londres, le conflit est d'abord perçu comme un énième soulèvement irlandais, destiné à être contenu par des expéditions punitives et des démonstrations de force. Pour les chefs gaéliques, en revanche, il s'agit d'une lutte existentielle. Une guerre pour la survie politique, culturelle et territoriale. Au centre de ce basculement se trouve Hugh O'Neill, comte de Tyrone. Longtemps considéré comme un noble Irlandais loyal à la couronne, formé en partie selon les usages anglais, O'Neill comprend mieux que quiconque les méthodes, les faiblesses et les certitudes de l'ennemi. Il ne se contente pas de rallier des clans. Il réforme, il entraîne, il discipline. Il transforme une société guerrière fragmentée en une force coordonnée, capable d'affronter l'armée anglaise selon ses propres règles ou de refuser ses règles quand elles ne servent pas ses intérêts. Pour la première fois, les autorités anglaises se trouvent face à un adversaire qui ne correspond pas à leurs attentes. Les campagnes précédentes leur avaient appris à mépriser les tactiques irlandaises, jugées irrégulières, indisciplinées, incapables de tenir face à des formations modernes. Cette certitude devient un dogme. Les officiers anglais sont persuadés que la supériorité de leurs piques, de leurs arquebuses, de leur organisation logistique finira toujours par s'imposer. Mais l'Irlande de 1598 n'est plus celle des décennies précédentes. O'Neill a importé des armes modernes, entraîné ses hommes à l'usage coordonné du feu et du mouvement, et surtout, il a compris l'importance du terrain. Les forêts, les collines, les tourbières ne sont plus de simples obstacles. Elles deviennent des armes. À Londres, pourtant, la guerre est vue à travers des rapports rassurants. On parle de rébellion, pas d'ennemis équivalents. On évoque des coups excessifs, une lassitude politique, mais jamais une remise en question fondamentale de la stratégie. L'Irlande doit être pacifiée. Rapidement, définitivement, et si possible, à moindre prestige perdu. C'est dans ce contexte que la garnison anglaise d'Armagh se retrouve isolée, encerclée, affamée. Pour l'administration anglaise, la situation est intolérable. Laisser tomber une garnison serait admettre une faiblesse. Il faut agir, envoyer une colonne de secours, traverser un territoire hostile, imposer à nouveau la présence de la couronne par la force. Sur le papier, l'opération semble simple. Une armée expérimentée, des officiers aguerris, un itinéraire connu. L'ennemi, pense-t-on, évitera l'affrontement direct. Il harcèlera, puis se dispersera comme tant de fois auparavant. Mais cette fois, l'ennemi ne fuit pas. Il attend, car pour Hugh O'Neill, l'objectif n'est plus seulement de résister. Il s'agit de frapper l'armée anglaise au cœur de sa certitude, de démontrer, sur un champ de bataille choisi, que l'Empire peut saigner, et que sa discipline, si rigide, peut devenir un piège mortel lorsque le sol lui-même refuse d'obéir. À l'été 1598, la responsabilité de rétablir l'autorité anglaise dans l'Ulster repose sur un homme, Sir Henry Bagenal. Vétéran des campagnes irlandaises,
Maréchal de l'armée royale en Irlande, Bagenal n'est ni novice ni imprudent aux yeux de Londres. Il connaît le terrain, il connaît les clans, et surtout, il méprise profondément Hugh O'Neill, son adversaire, un mépris nourri autant par des rivalités personnelles que par une certitude militaire. Pour Bagenal, O'Neill reste un chef gaélique parmi d'autres, incapable de soutenir un affrontement prolongé contre une armée régulière. La colonne qu'il rassemble pour secourir Armagh est conséquente. Environ 4000 hommes, composés de fantassins anglais et de contingents irlandais loyaux à la couronne. Des piquiers en formation serrée, des arquebusiers placés en soutien, quelques pièces d'artillerie légère. Une force suffisante, pense-t-on, pour traverser un territoire hostile et briser tout encerclement. La discipline est rigide. Les ordres sont clairs. Avancer, maintenir la cohésion, refuser l'éparpillement. Mais cette armée transporte aussi son propre poids. Les piques, longues et encombrantes, exigent un terrain dégagé. Les formations serrées deviennent vulnérables dès que l'espace se resserre. Et la logistique, déjà fragile, dépend entièrement de routes précaires, bordées de bois épais et de tourbières traîtresses. Bagenal le sait. Il choisit néanmoins de progresser rapidement, convaincu que la vitesse et la détermination suffiront à dissuader toute attaque majeure. En face, Hugh O'Neill observe. Il n'ignore rien de la composition de la colonne anglaise. Ses éclaireurs suivent chaque mouvement, chaque halte, chaque hésitation. Contrairement aux attentes anglaises, il ne disperse pas ses forces. Il les concentre, il les place là où l'armée ennemie ne peut ni manœuvrer ni se déployer correctement. Le terrain autour du gué de Yellowford devient une scène préparée avec soin, où chaque talus, chaque bosquet, chaque zone marécageuse a un rôle précis. O'Neill n'a aucune intention de défendre une position fixe. Il ne cherche ni la forteresse ni le siège. Il attend que l'armée anglaise s'étire, que sa cohésion apparente masque une fragilité réelle. Il mise sur l'endurance, sur la pression constante, sur l'érosion du moral. Là où Bagenal voit une marche déterminée, O'Neill voit une colonne piégée par sa propre rigidité. L'écart de perception est total. Pour les officiers anglais, l'ennemi reste invisible, donc secondaire. Les premières escarmouches, les tirs isolés depuis les bois, sont interprétés comme des tentatives de harcèlement classique. Rien qui justifie un changement de plan. Rien qui remette en cause l'ordre de marche. Les piques restent droites. Les rangs se resserrent. L'armée avance. Mais chaque pas vers Armagh est aussi un pas plus profond dans un espace contrôlé par l'ennemi. Les hommes commencent à ressentir la fatigue. La chaleur de l'été pèse sous l'armure. Les chemins étroits ralentissent la progression. Les pauses se multiplient. Et avec elles, l'anxiété. Car l'absence d'ennemis visibles ne signifie pas sécurité. Elle signifie attente. Lorsque la colonne approche de Yellowford, l'illusion de contrôle commence à se fissurer. Le terrain se dégrade brutalement. Les formations deviennent difficiles à maintenir. Les officiers doivent crier pour transmettre les ordres. Les piques, jadis symboles de discipline impériale, deviennent encombrantes, heurtant les branches, ralentissant les hommes, révélant leur présence. Et c'est à ce moment précis, lorsque l'armée anglaise croit encore avancer vers une mission de secours, que toutes les conditions d'un affrontement décisif sont réunies. Le décor est en place. Les rôles sont fixés. Il ne manque plus que le premier choc. À Yellowford, la bataille ne commence pas par un choc frontal, mais par une tension humaine presque imperceptible. Dans les rangs anglais, les hommes avancent depuis des heures. La fatigue s'installe dans les épaules, dans les jambes, dans la respiration. L'armure, conçue pour la protection, devient un fardeau sous la chaleur humide. Les visages sont fermés. Peu parlent. La discipline tient encore, mais elle est déjà sous pression. Chaque bruit venant des bois, un craquement, un appel d'oiseau brusquement interrompu, est perçu, puis aussitôt ignoré. On a appris à mépriser ces signes. Chez les hommes de Hugh O'Neill, l'état d'esprit est radicalement différent. Ils ne marchent pas, ils attendent. Allongés derrière des talus, dissimulés dans les fourrés, répartis en unités souples, ils observent une armée ennemie qui se déplace exactement comme prévu. Le temps joue en leur faveur. Ils ne ressentent ni l'usure de la marche, ni l'angoisse de l'inconnu. Ils connaissent chaque repli du terrain, chaque voie de retrait, chaque angle de tir. L'attente n'est pas une contrainte, mais une arme. Cette différence humaine est directement liée au style de commandement. Sir Henry Bagenal incarne une tradition militaire fondée sur l'ordre et la hiérarchie. Les décisions descendent du sommet. Les formations sont maintenues coûte que coûte. Toute initiative individuelle est découragée. Ce système a fait ses preuves sur des champs de bataille ouverts, face à des adversaires visibles, prévisibles. Mais à Yellowford, il devient rigide, lent à réagir, aveugle à ce qui ne se présente pas clairement devant lui.
Hugh O'Neill, au contraire, commande par anticipation. Il ne donne pas d'ordre au moment du combat. Ils ont été donnés bien avant. Ses capitaines savent quand tirer, quand se déplacer, quand se replier sans attendre de signal visible. Ce mode de commandement, plus souple, repose sur la confiance et la connaissance du terrain. Il transforme chaque combattant en observateur actif, capable d'exploiter la moindre faille. Le troisième angle, peut-être le plus décisif, est celui du terrain lui-même. À Yellowford, la terre n'est pas neutre. Les chemins étroits empêchent toute manœuvre latérale. Les tourbières absorbent l'énergie des hommes et des chevaux. Les bois limitent la visibilité à quelques dizaines de mètres. Les formations anglaises, conçues pour avancer en bloc cohérent, se retrouvent étirées, fragmentées, incapables de se soutenir mutuellement. Les piques, longues et redoutables sur un sol dégagé, deviennent ici des instruments maladroits. Elles s'accrochent aux branches. Elles déséquilibrent ceux qui les portent. Elles exigent de l'espace, un espace que Yellowford refuse obstinément d'offrir. Ce qui devait garantir la supériorité anglaise commence à produire l'effet inverse. À ce stade, pourtant, rien n'est encore irréversible. L'armée anglaise est toujours intacte. Les pertes sont minimes. L'ordre tient. Mais les conditions humaines, le style de commandement et le terrain ont déjà créé un déséquilibre profond. Un déséquilibre invisible, mais cumulatif. Et lorsque l'ennemi décidera enfin de se révéler, ce ne sera pas pour combattre selon les règles attendues, mais pour exploiter, sans relâche, chacune de ces faiblesses déjà inscrites dans la marche elle-même. Le quatrième angle est celui de la tactique, et à Yellowford, elle ne repose pas sur la force brute, mais sur la séquence. Hugh O'Neill ne cherche pas à briser l'armée anglaise d'un seul coup. Il l'use. Il la fragmente. Les premières attaques sont limitées, presque discrètes. Des tirs depuis les bois, des arquebuses qui claquent, puis le silence. Les hommes tombent, mais les formations tiennent. Chaque salve oblige les officiers anglais à resserrer les rangs, à ralentir la progression, à protéger l'artillerie et les bagages. Ce ralentissement est voulu. Il allonge la colonne. Il accroît la distance entre l'avant et l'arrière. Puis viennent les attaques sur les flancs. Jamais prolongées. Toujours suffisamment violent pour provoquer une réaction, jamais assez pour offrir une cible claire. L'armée anglaise répond comme elle a été entraînée à le faire. Elle tente de maintenir l'ordre. Elle s'arrête, elle se reforme, elle avance à nouveau. Mais chaque arrêt consomme du temps, de l'énergie et surtout de la confiance. Les piques, alignés, sont incapables de menacer un ennemi qui refuse le contact direct. Le cinquième angle est technologique. Contrairement aux clichés persistants, les forces d'O'Neill ne sont pas archaïques. Elles utilisent des armes à feu modernes acquises par le commerce et l'appui extérieur. Les arquebusiers irlandais tirent depuis des positions préparées, protégées par le terrain. Leur feu n'a pas pour objectif de décimer immédiatement l'ennemi, mais de perturber son rythme. Chaque tir force un arrêt. Chaque arrêt expose davantage la colonne. L'arme à feu devient un outil de désorganisation, plus que de destruction massive. Face à cela, la supériorité technologique anglaise perd son sens. Les arquebusiers anglais peinent à riposter efficacement, sans ligne de vue dégagée. Les canons légers, difficiles à manœuvrer sur un sol instable, deviennent presque inutiles. La technologie, conçue pour dominer un champ de bataille ordonné, se heurte à un environnement qui la neutralise. Le dernier angle est psychologique, et c'est celui qui scelle le destin de l'armée anglaise. Au fil des heures, une inquiétude diffuse s'installe. Les hommes comprennent qu'ils ne contrôlent plus le tempo. Les ordres arrivent en retard. Les officiers tombent, ciblés par les tirs depuis les bois. Chaque perte de commandement accroît la confusion. La peur ne vient pas d'un assaut massif, mais de l'impossibilité de localiser l'ennemi. Les piques, symboles de sécurité collective, commencent à être abandonnés par certains hommes épuisés, gênés par leur longueur dans les chemins étroits. Ce geste, isolé au départ, devient un signe visible de désagrégation. Lorsque l'arme censée protéger devient un fardeau, la certitude s'effondre. À cet instant, l'armée anglaise n'est pas encore vaincue, mais elle est désorientée, fragmentée, psychologiquement exposée. Hugh O'Neill a obtenu ce qu'il cherchait, non pas une bataille rangée, mais une armée enfermée dans un espace où chaque réaction aggrave sa situation. Le moment de la décision approche, et lorsque l'attaque principale se déclenchera, elle frappera une force déjà affaiblie, déjà hésitante, déjà incapable de retrouver l'ordre qui faisait autrefois sa force. Lorsque l'attaque décisive commence, elle ne ressemble pas à ce que les officiers anglais ont appris à reconnaître comme une bataille. Il n'y a pas de ligne ennemie clairement visible, pas de char frontal, pas de signal évident. Il y a seulement une intensification soudaine du feu, venant de plusieurs directions à la fois. Les arquebuses irlandaises claquent depuis les bois,
depuis les talus, depuis des positions que l'on ne peut ni voir ni atteindre rapidement. La colonne anglaise s'arrête presque malgré elle. Les officiers crient des ordres pour reformer les rangs, mais le terrain refuse l'obéissance. Les hommes s'enfoncent dans la terre molle. Les piques se heurtent les unes aux autres. Les unités avancées ne peuvent plus compter sur le soutien immédiat de l'arrière. Chaque section devient une île. Sir Henry Bagenal tente de rétablir le contrôle. Il ordonne à l'artillerie légère d'avancer, mais les pièces progressent lentement, embourbées, exposées. Les servantes tombent sous les tirs. Les canons, conçus pour impressionner et briser l'ennemi, deviennent des points fixes, vulnérables, presque inutiles. L'avantage psychologique qu'ils devaient offrir disparaît en quelques minutes. À mesure que la pression augmente, la formation anglaise commence à se fissurer. Les piquiers, incapables de déployer correctement leurs armes, se retrouvent trop proches les uns des autres. Les arquebusiers ne peuvent pas tirer sans risquer de toucher leurs propres hommes. L'ordre, autrefois rigide, devient un obstacle à toute adaptation rapide. C'est alors que les forces d'O'Neill changent de rythme. Après des heures de harcèlement, des groupes plus nombreux surgissent des bois. Ils ne cherchent toujours pas le combat prolongé. Ils frappent les points faibles, les flancs, les officiers, les porteurs de drapeaux. Chaque perte visible a un effet disproportionné sur le moral. La mort d'un capitaine désorganise une compagnie entière. Un étendard tombé crée un instant de panique. Les piques continuent de symboliser la transformation de la situation. Là où elles représentaient la discipline impériale, elles deviennent maintenant des entraves. Certains hommes tentent de s'en débarrasser pour se mouvoir plus librement. D'autres, tentant de maintenir la formation, se retrouvent isolés lorsque leurs voisins reculent ou tombent. La cohésion n'est plus qu'une apparence fragile. À ce stade, la bataille a basculé dans une dynamique irréversible. Les hommes ne se battent plus pour avancer vers Armagh. Ils se battent pour survivre dans un espace qui leur est hostile. Les ordres ne circulent plus avec clarté. Les réactions sont locales, instinctives, souvent contradictoires. Et pourtant, le pire reste à venir. Car au moment où l'armée anglaise tente de se réorganiser une dernière fois, l'ennemi prépare un coup qui ne vise plus seulement à désorganiser, mais à briser définitivement la volonté de combattre. La phase finale de la bataille se déclenche brutalement, presque sans transition. Là où les attaques précédentes visaient à user et désorienter, celles-ci cherchent l'effondrement. Les forces de Hugh O'Neill émergent des bois en plus grand nombre, frappant simultanément plusieurs points de la colonne anglaise déjà disloquée. Ce n'est toujours pas une charge massive au sens classique, mais une pression coordonnée, continue, qui empêche toute réformation durable. Au cœur du chaos, Sir Henry Bagenal tente de rallier ses hommes. Il avance vers l'avant de la colonne, exposé, convaincu que sa présence suffira à restaurer la discipline. C'est là qu'il est touché mortellement par un tir. Sa chute est immédiate. Sa mort, rapide. La nouvelle se propage en quelques instants, non par messagers officiels, mais par le regard des soldats qui voient leur commandant à terre. Cet instant marque un point de non-retour. Sans commandement central, l'armée anglaise perd ce qu'il y restait de cohésion. Les unités agissent désormais de manière isolée. Certaines tentent de tenir leur position. D'autres reculent. D'autres encore fuient. Les piques sont abandonnées en nombre croissant, jonchant les chemins étroits. Ce symbole de l'ordre impérial devient celui de la défaite. Chaque arme laissée au sol est un aveu silencieux. La formation ne peut plus être maintenue. Les forces irlandaises exploitent immédiatement cette désagrégation. Les attaques se concentrent sur les groupes en retraite, sur les hommes épuisés, sur ceux qui s'enlisent dans les zones marécageuses. La fuite elle-même devient mortelle. Les chemins, étroits à l'aller, sont encore plus dangereux au retour, encombrés de blessés, de bagages, de cadavres. La panique remplace toute tentative de stratégie. Les pertes sont lourdes. Sur environ 4000 hommes engagés, plusieurs centaines sont tués sur le champ de bataille et davantage encore lors de la retraite. L'artillerie est capturée. Les étendards anglais tombent aux mains de l'ennemi. Des officiers expérimentés périssent, incapables de rallier leurs troupes dans un environnement devenu incontrôlable. Pour la première fois depuis le début de la guerre, une armée anglaise est non seulement battue, mais anéantie dans sa capacité à opérer. À la tombée du jour, le champ de bataille appartient entièrement à Hugh O'Neill. Il ne poursuit pas par vengeance. Il consolide, il observe, il comprend la portée de ce qui vient de se produire. Ce n'est pas seulement une victoire tactique, c'est une démonstration. La preuve que l'armée anglaise peut être vaincue de manière décisive, sur un terrain choisi, selon des règles qu'elle ne maîtrise pas. La route vers Armagh, que l'armée anglaise devait sécuriser, est désormais jonchée de débris et de silence. Et derrière les survivants qui s'éloignent péniblement, une certitude s'impose lentement. Quelque chose s'est brisé à Yellow Ford.
Ce ne sont pas seulement des hommes qui ont été perdus. C'est l'illusion d'une supériorité incontestable. La nouvelle de la catastrophe de Yellow Ford se répand rapidement, bien au-delà des bois où l'armée anglaise a été brisée. Les survivants, épuisés, blessés, parfois sans armes, atteignent les garnisons les plus proches dans un état qui ne laisse aucun doute sur l'ampleur du désastre. Les récits concordent. Une armée entière a cessé d'exister comme force organisée. Pour les autorités anglaises en Irlande, le choc est immédiat. La garnison d'Armagh, que la colonne de Bagenal devait secourir, se retrouve dans une situation désespérée. Isolée, encerclée, privée de toute perspective de renfort rapide, elle comprend que la défaite de Yellow Ford n'est pas un revers temporaire, mais un effondrement stratégique. Quelques jours plus tard, la position est abandonnée. Les hommes évacuent sous conditions, laissant derrière eux un symbole puissant. L'autorité anglaise recule là où elle prétendait s'imposer définitivement. Dans toute l'Irlande, l'effet psychologique est considérable. Des clans jusque-là hésitants ou soumis à la couronne réévaluent leur position. Yellow Ford prouve que l'armée anglaise n'est pas invincible, qu'elle peut être battue non par un miracle, mais par une planification rigoureuse et une exploitation intelligente du terrain. Les alliances basculent. Les soutiens affluent vers Hugh O'Neill. Sa victoire n'est pas perçue comme un simple succès local, mais comme un tournant. À Dublin, siège de l'administration anglaise, les rapports deviennent plus alarmants. On parle de pertes massives, de matériel abandonné, de la mort de Sir Henry Bagenal, figure centrale du commandement. Les chiffres, même lorsqu'ils sont minimisés, restent accablants. Plusieurs centaines de morts confirmés, des centaines d'armes perdues, une artillerie capturée. Ce ne sont pas seulement des hommes qu'il faudra remplacer, mais une crédibilité militaire entière. À Londres, la réaction est plus lente, mais plus profonde. La guerre d'Irlande, jusque-là perçue comme un problème coûteux mais gérable, prend soudain une dimension inquiétante. Yellow Ford n'est pas une escarmouche lointaine. C'est une défaite comparable, dans son effet psychologique, à celle que subissent les grandes puissances lorsqu'elles rencontrent un adversaire capable de penser la guerre autrement. La presse et les correspondances privées évoquent un sentiment de stupeur. Comment une armée royale, équipée, entraînée, commandée par un vétéran, a-t-elle pu être détruite par des forces que l'on qualifiait encore récemment d'irrégulières? Cette question hante les cercles de pouvoir. Et plus inquiétant encore, elle n'a pas de réponse simple. Sur le terrain, Hugh O'Neill ne se précipite pas. Il consolide ses positions. Il sécurise les routes. Il utilise les armes capturées pour renforcer ses propres forces. Chaque pique anglaise récupérée devient un trophée, mais aussi un outil. Un rappel tangible que la discipline impériale peut être retournée contre elle-même. Yellow Ford n'a pas seulement ouvert un vide militaire. Il a ouvert un vide d'autorité. Dans les mois qui suivent Yellow Ford, la guerre en Irlande change de nature. Pour l'Angleterre, il ne s'agit plus de contenir une rébellion, mais de répondre à une menace crédible. La défaite impose une réévaluation complète de la stratégie. Les campagnes rapides et sous-financées ne suffisent plus. Les garnisons isolées deviennent des vulnérabilités. Le coût humain et matériel du conflit, déjà élevé, augmente brutalement. La couronne anglaise comprend également que la victoire de Hugh O'Neill dépasse le cadre irlandais. En Europe, les puissances catholiques observent attentivement. L'Espagne, en particulier, voit dans Yellow Ford la preuve qu'une intervention indirecte en Irlande pourrait affaiblir l'Angleterre sur un front inattendu. Même sans engagement massif immédiat, la possibilité d'un soutien extérieur modifie l'équilibre stratégique. L'Irlande cesse d'être un théâtre secondaire. Pour Hugh O'Neill, la victoire apporte à la fois prestige et responsabilité. Il devient le centre de gravité de la résistance irlandaise. Mais il sait aussi que Yellow Ford a rendu une réaction anglaise inévitable. L'Angleterre ne peut pas laisser une telle défaite sans réponse. Elle enverra davantage d'hommes, davantage de ressources, des commandants plus prudents. La guerre s'intensifie, s'élargit, devient plus brutale. Dans les rangs anglais, Yellow Ford laisse une trace durable. Les officiers qui survivent modifient leur approche. Ils se méfient davantage du terrain. Ils évitent les colonnes trop étirées. Ils comprennent, parfois trop tard, que la discipline seule ne garantit pas la victoire. La bataille devient une référence négative, un exemple de ce qu'il ne faut plus reproduire. Un traumatisme silencieux, transmis par les rapports et les souvenirs. Les chiffres officiels, consignés dans les archives, confirment l'ampleur du choc. Une force entière neutralisée. Une perte d'artillerie rare à ce stade de la guerre. Un commandant tué. Peu de batailles, au XVI siècle, inflige à l'Angleterre une défaite aussi nette sur son propre théâtre d'opération. Yellow Ford s'inscrit parmi ces moments où la puissance impériale vacille publiquement. Pourtant,
Malgré son importance, la bataille ne met pas fin au conflit. Elle le prolonge. Elle le durcit. Elle transforme la guerre de 9 ans en une lutte plus large, plus coûteuse, plus idéologique. Désormais, il ne s'agit plus seulement de contrôler un territoire, mais de restaurer une autorité entamée. Et dans cette escalade, Yellow Fort demeure une référence constante, non pas comme un souvenir glorieux pour l'Angleterre, mais comme une blessure ouverte, rappelant que l'Empire, lorsqu'il méconnaît le terrain et l'adversaire, peut être frappé là où il se croit le plus fort. Car certaines batailles ne se mesurent pas seulement aux kilomètres gagnés ou perdus, mais à la certitude qu'elles détruisent. Yellow Fort n'a pas seulement été une bataille. Elle a été un révélateur. Un instant où la certitude d'un empire a heurté les limites de sa compréhension. Les hommes qui marchaient avec confiance au matin ont appris, à travers la boue, le feu et la confusion, que la discipline sans perception peut devenir un piège, que la rigidité, lorsqu'elle rencontre la connaissance du terrain et la patience stratégique, se retourne contre elle-même. Les pics abandonnés, les drapeaux tombés, les corps étendus sur les routes étroites du Blackwater, tous ces signes tangibles témoignent de ce choc entre certitude et réalité. Mais au-delà des pertes physiques, Yellow Fort révèle quelque chose de plus profond. La force d'une armée ne réside pas seulement dans ses armes ou sa formation, mais dans sa capacité à observer, anticiper et s'adapter. Pour Hugh O'Neill et ses hommes, la victoire fut la confirmation que la connaissance, la discipline flexible et la maîtrise du terrain pouvaient égaler, voire surpasser, la puissance apparemment irrésistible d'un empire. Pour l'Angleterre, elle fut une leçon sévère et durable, gravée dans les mémoires et les archives. Aucun appareil militaire, si rigide soit-il, n'est invincible face à l'ingéniosité humaine et à la sagesse stratégique. Et pourtant, dans le calme retrouvé après le tumulte, le chant de Yellow Fort parle encore. Il raconte le prix de la sous-estimation. Il montre combien la patience et la préparation peuvent renverser des certitudes. Il rappelle, enfin, que la guerre n'est pas seulement un affrontement de force, mais une confrontation d'idées, de perceptions et de volonté. Dans cette leçon silencieuse, il y a une vérité universelle. La puissance seule ne garantit pas la victoire. La liberté, l'ingéniosité et l'adaptation transforment chaque bataille en une question de choix, de jugement et de temps. Et dans chaque bataille perdue par l'orgueil, chaque triomphe obtenu par la clairvoyance, nous percevons l'écho intemporel de ce que signifie vraiment comprendre et respecter l'adversaire. Yellow Fort, dans sa violence et son silence, demeure une mémoire. Une mémoire où la stratégie, le courage et la connaissance surpassent la simple force. Et c'est peut-être là la plus grande leçon que l'histoire puisse offrir.